2002. Encore une fois, Dame Nature ne nous laisse aucun répit. Des vents auxquels rien ne résiste. Des records de chaleur, de sécheresse. Des pluies diluviennes. Fleuves et rivières atteignent des niveaux incontrôlables. Des villes historiques disparaissent sous les eaux. Des mers de boue ensevelissent des villages. Des catastrophes en rafale. Plus encore, des tempêtes politiques aussi occupent l'avant-scène. Au pays, on le sait, après bien des tribulations, nous avons ratifié Kyoto. Mais le débat à l'échelle internationale n'est pas terminé. On est très loin d'un consensus. Des pays comme l'Australie et les États-Unis confirment leur refus de participer. Pourtant, ironie du sort, ce sont les scientifiques américains de la NASA qui, les premiers en 1988, ont tiré officiellement la sonnette d'alarme sur les changements climatiques. D'autres pays, par contre, comme le Japon et les membres de l'Union européenne, défendent Kyoto avec vigueur. Quant au Canada, le choix n'a vraiment pas été facile. En effet, le gouvernement canadien a subi l'été dernier des pressions énormes pour imiter les États-Unis et se retirer de l'entente. Les principales objections? L'extraction du pétrole des sables bitumineux de l'Alberta libère trop de gaz à effet de serre pour qu'on puisse atteindre les objectifs de Kyoto. Notre situation de pays nordique crée des conditions climatiques particulières. La facture risque donc d'être fort salée. 2 septembre, sommet mondial de Johannesburg. Le Premier ministre Jean Chrétien fait une déclaration choc. Le Canada va ratifier Kyoto. The Canadian Parliament will be asked to vote on ratification of the Kyoto Accord. Entre les 10 provinces, la guérilla commence. Comment respecter nos engagements? Nous sommes bien loin du principe pollueur-payeur. Devrait-on imposer les mêmes restrictions à tous les Canadiens, indépendamment de la province? Plus encore, tout ce débat est-il fondé? Le protocole de Kyoto est-il vraiment essentiel pour l'avenir de notre planète? 2 ouvrages résument bien les arguments pour ou contre Kyoto. Les défenseurs de Kyoto s'appuient sur les nombreux rapports de l'IPCC, un organisme mandaté par l'ONU pour étudier les changements climatiques et ses effets sur la planète. 185 pays, des milliers de chercheurs y contribuent. Derrière les faits relatés, on perçoit une grande inquiétude. Les adversaires de Kyoto disposent, eux, pour s'alimenter, d'un livre très controversé, The Skeptical Environmentalist, un livre qui, à l'opposé, dessine un portrait plutôt optimiste des changements climatiques. Qui a raison? Mes collègues Solange Gagnon et Joanne Demers ont fouillé la question. Kyoto, c'est le pas de bébé géant. Et quand le bébé arrive à l'âge adulte, on se préoccupe beaucoup moins de savoir quelle était la longueur du premier pas qu'il a fait. L'important, c'est qu'il en a fait un premier pas. Et présentement, il faut qu'il fasse le premier pas. Kyoto aura peu d'impact d'ici la fin du siècle. Et comme ça va coûter très cher, on doit se demander si on peut faire mieux. 2 hommes, 2 visions. Réal Descostes dirige un consortium québécois d'une 60aine de chercheurs de haut niveau, Ouranos. Leur mandat, étudier au Canada les changements climatologiques à l'échelle régionale. Le groupe défend Kyoto avec conviction. À l'opposé, le statisticien danois Björn Lomborg. Son livre, The Skeptical Environmentalist, qui présente l'essentiel des arguments contre Kyoto, fait un malheur aux États-Unis. Quand, en 1997, le protocole de Kyoto est enfin adopté, c'est l'allégresse la plus totale. 5 longues années de négociations amorcées à Rio en 1992 viennent de prendre fin. Globalement, l'ensemble des pays signataires s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% en moyenne par rapport à l'année 1990. 8% pour l'Union européenne, 7% pour les États-Unis, 0% pour la Russie, 6% pour le Canada.
ce qui implique pour chaque Canadien de réduire d'environ 5000 km par année la distance parcourue avec son véhicule. Mais l'euphorie est de brève durée, car chaque gouvernement doit maintenant ratifier l'entente. Seuls les pays riches sont impliqués. Les récriminations reprennent rapidement le dessus. Aucun engagement de réduction de la part des pays en développement. L'Inde, le Brésil, la Chine, avec son milliard d'habitants, pourront, sans restriction, s'industrialiser, donc émettre de plus en plus de gaz à effet de serre. L'impact de Kyoto sera vraiment insignifiant. On le sait parce que dans l'avenir, la plus grande part des émissions viendra des pays en voie de développement. Cette carte nous montre la répartition des populations sur notre planète. La zone la plus foncée correspond à la zone la plus peuplée, l'Asie. Par contre, les zones claires de cette photo satellite, prise de nuit, nous montrent les régions qui consomment le plus d'énergie, l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. On ne peut douter qu'avec l'industrialisation progressive des pays en développement, les rejets de CO2 dans l'atmosphère augmenteront de façon significative. Mais ils ont peu à voir avec la situation actuelle. C'est nous, les Nord-Américains, les pays développés, qui sont présentement les grands émetteurs. Je me retiens pour ne pas dire les grands pollueurs de la planète. Et c'est pas à nous d'aller dire aux Chinois, écoutez là, serrez-vous à la ceinture, vous n'avez pas le droit au développement économique, vous n'avez pas le droit de nous rejoindre en termes de croissance économique, et puis on se calme chez vous, là, votre taux de croissance diminue, tout ça, parce que nous, on est là. Si on n'est pas capable de donner l'exemple... Autre controverse. Pour certains adversaires de Kyoto, le CO2 ne serait même pas le principal responsable du réchauffement. Pour eux, ce sont les variations de l'activité solaire qui jouent le rôle déterminant. Dans son livre, Björn Lomborg cite un chiffre, 57%. Un argument fort discutable, soutient Paul Charbonneau. Spécialiste du Soleil, ce chercheur vient tout juste de quitter le Centre national de recherche de Boulder, au Colorado, pour accepter une chaire de recherche sur l'activité solaire à l'Université de Montréal. D'après lui, on est loin d'une belle unanimité sur le rôle du Soleil. Vous allez avoir des experts très décorés qui vont vous dire que le Soleil contribue rien. D'autres vont vous dire qu'il va contribuer 10 %, d'autres vont vous dire 75 %, avec autant de médailles à leur blason. Non, il n'y a présentement aucune manière quantitative sûre, à partir de principes premiers, d'évaluer la contribution du Soleil au changement climatique. C'est un problème très d'actualité. On essaie présentement de modéliser les variations sur toutes les bandes spectrales du Soleil, essayer de voir quelle influence ça a, par exemple, sur la chimie de la haute atmosphère, sur la dynamique de la haute atmosphère. Ce sont des problèmes qui sont présentement à l'étude, mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse sûre. Autre bémol sur le Soleil. D'après le modèle solaire le plus cité, nous aurions dû connaître ces dernières années une période de refroidissement. Or, il n'en est rien. Depuis 1850, le réchauffement planétaire se poursuit inexorablement, ce que personne ne met en doute. Ce qui nous ramène au seul coupable connu, le CO2, qui augmente lui aussi, 30% au total. Ce qui nous ramène aussi à nos comportements de riches émetteurs de gaz à effet de serre. Sommes-nous en train de mettre l'avenir de notre planète en péril? Au retour, Kyoto. Y a-t-il vraiment urgence? Pour ou contre les accords de Kyoto? Comme on l'a vu, quand on parle de cause, de responsabilité du réchauffement du climat, on est loin du consensus. Les mêmes débats surgissent quand on discute des conséquences pour notre planète. Pourtant, certains changements climatiques sont déjà perceptibles. Peut-on attendre encore quelques années avant d'agir ou y a-t-il urgence? Les changements climatiques observés ces dernières années auront-ils peu ou beaucoup d'impact sur l'avenir de la planète? Cette question hante l'IPCC. Actuellement, 50% des superordinateurs dans le monde sont occupés à modéliser ces impacts.
Grâce à ces travaux, l'IPCC a pu élaborer 35 scénarios qui tiennent compte de différentes hypothèses. Type d'énergie utilisée, charbon, éolienne, démographie plus ou moins galopante, rôle du soleil, du CO2. Un scénario retient tout particulièrement notre attention. Un scénario que plusieurs appellent le scénario Bush. Economic growth is the solution, not the problem. Les États-Unis rejettent Kyoto, l'économie prend donc le pas sur l'environnement, le tiers-monde se développe, les énergies renouvelables occupent une petite part. Résultat, en 2100, la concentration de CO2 aura quadruplé par rapport à 1850. 4 fois plus de CO2 dans l'atmosphère, c'est énorme. Hausse de température prévue, environ 3 degrés Celsius. Pour l'ensemble des 35 scénarios, la hausse se situerait entre 1,4 et 5,8 degrés. Pour Björn Lomborg, la probabilité d'une hausse de température supérieure à 3 degrés Celsius est toutefois fort improbable. Most of these assumptions are based on the one assumption, namely that we have scenarios. La plupart de ces projections s'appuient sur le fait qu'à la fin du siècle, nous utiliserons encore beaucoup d'énergie fossile. By the end of this century. You can only get very high temperature increases if you assume that. And I'm simply saying that's unlikely to happen. Mais ça ne se passera pas comme ça. Déjà, le prix de l'énergie éolienne diminue. La même chose va arriver avec l'énergie solaire. On peut donc assumer que ces énergies vont devenir compétitives avant le milieu du siècle. Even if we assume at a much lower rate, they'll still become competitive before mid-century. Sauvé par la technologie, un réchauffement inférieur à 3 degrés Celsius en 2100? Peut-être, mais il ne faut jamais perdre de vue que cette hausse de température représente une moyenne mesurée à l'échelle de la planète. Dans les faits, les changements ne se produisent jamais de façon uniforme. Dans certaines régions, le réchauffement est beaucoup plus accentué, particulièrement dans les régions nordiques. Réal Descostes s'intéresse donc tout particulièrement aux changements qui nous concernent, le nord de l'Amérique et le nord du Québec. Pour le moment, il étudie un scénario plus optimiste que le scénario Bush, un scénario qui prévoit qu'en 2100, le CO2 aura doublé plutôt que quadruplé, ce qui suppose une réduction des émissions de 35%. Un gros effort pour les pays riches. En comparaison, Kyoto, c'est à peine 3% de réduction de CO2. Réchauffement prévu à l'échelle de la planète, 2 degrés Celsius en 2100. Et même avec ce scénario plus optimiste, l'impact sur les régions du Nord sera dramatique. Regardez cette carte. Déjà, en 2010, avec 2 fois CO2, la baie d'Hudson se réchaufferait de 1 à 2 degrés Celsius. En 2050, le réchauffement atteindrait 4 ou 5 degrés. Vers 2080, dans l'Arctique, c'est 10-15 degrés d'augmentation. On est juste dans un scénario 2 fois CO2, où je vous ai dit que l'augmentation de température globale de la planète, c'était 2 degrés, 2 degrés et demi. Regardez, on est rendu dans le 10 à 15 degrés dans le Nord. Il faut faire attention à des moyennes. C'est nous qui augmentons les moyennes, en fait, pour la planète, là. 10-15 degrés d'augmentation. Un changement radical du climat dans le Nord. Un changement inquiétant. Déjà, en 2002, avec une hausse moyenne planétaire d'à peine 0,6 degrés Celsius, certains de nos grands barrages ont soif. Simplement parce que les rivières qui les alimentent, Churchill, Kamiapisco, Manicouagan, reçoivent moins de neige l'hiver. Pour Hydro-Québec, depuis une quinzaine d'années, la moyenne, la réduction en termes de capacité de production, c'est dans le 6 à 7 10 TWh. Mais 10 TWh, là, ça semble sur 185 qu'on produit. C'est pas majeur. Non, 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 c'est pas loin d'1 milliard par année, ça. Si vous l'avez, cette eau-là, les turbines tournent, puis on peut la vendre, cette électricité-là. Si on ne l'a pas. Les changements climatiques se manifestent aussi plus à l'ouest, au niveau du régime de glace de la baie d'Hudson, par exemple. Depuis une quinzaine d'années, il faut attendre en décembre pour voir sa surface recouverte de glace, ce qui survenait autrefois dès octobre. Dans l'Arctique, en plus, le pergélisol se réchauffe.
Déjà, il se transforme en boue, déformant la surface du terrain. Édifices, voies ferrées, gazoducs, routes, tout est menacé, particulièrement dans la région d'Inuvik, en Sibérie et en Alaska aussi. Un problème sérieux pour les populations. Pire encore, à long terme, cette fonte du pergélisol libère du méthane en grande quantité, un gaz à effet de serre dont la capacité de réchauffement est 30 fois supérieure à celle du CO2. Rien pour nous rassurer. Autre signe inquiétant, la banquise arctique fond elle aussi. Une perte d'épaisseur de 42% en 20 ans. En même temps, les glaciers régressent, ce qui augmente la quantité d'eau douce dans la région de l'Atlantique Nord. Or, tout changement dans la densité de l'eau risque d'entraîner un ralentissement de la grande ceinture océanique et du Gulf Stream. Des conséquences dramatiques, déconcertantes au dire des experts. Tout l'ouest de l'Europe, l'est de l'Amérique du Nord connaîtrait un refroidissement important. Mais pour Lomborg, Kyoto ne sert à rien. Ses effets sont trop modestes pour vraiment modifier le cours des choses. Doing Kyoto is not going to make the breakup of the ice in Hudson Bay or make the problem. Kyoto ne va pas résoudre les problèmes de glace à la baie d'Hudson ou le manque d'eau. Non. Ça va simplement retarder de 6 ans les problèmes prévus en 2100. En comparaison avec le budget annuel de Kyoto, on pourrait régler le plus grand problème de l'humanité. Fournir de l'eau potable et des systèmes sanitaires à tous les humains de la Terre. Pour Réal Descostes aussi, Kyoto est modeste. Mais pour lui, il y a urgence, il faut agir. Nous n'avons eu que 1/2 degré présentement. Et dans certains cas, la maison est en train de brûler, avec 1/2 degré d'augmentation. Puis 30% d'augmentation des émissions, de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Où est-ce qu'on s'en va avec 4 fois CO2? C'est impensable. Donc, dès Kyoto, puis il va en falloir une dizaine, l'un après l'autre, pour ramener ça à 2 fois CO2, pas 4 fois CO2. Donc, on se bat présentement, on espère que la planète, les humains vont retrouver leur gros bon sens pour ramener ça à 2 fois CO2. Mais ça, c'est en signant des Kyoto à tous les 5 ans pour les 50 prochaines années. C'est majeur comme effort.